Mussolini et les fascistes étaient de virulents nationalistes, partisans de l'usage systématique de la violence. Les chemises noires s'en prenaient à tous ceux qui leur résistaient, comme les libéraux et les catholiques. Mais leur cible principale était les socialistes, qui menaçaient de déclencher une révolution comme en Russie. En octobre 1922, les fascistes conquièrent des provinces du nord de l'Italie, puis marchent sur Rome par milliers pour exiger le pouvoir par la force des armes. Le roi cède et fait de Mussolini le premier président du Conseil fasciste du monde. C'est le marchepied vers la dictature. Voici l'histoire de Mussolini et du pouvoir. L'histoire d'un homme adulé par les masses et qui rêvait d'empire. L'histoire d'une alliance désastreuse avec Hitler, de catastrophes militaires et d'une mort ignominieuse. Une histoire racontée pour la première fois en couleur. Dès son arrivée au pouvoir, l'objectif principal de Mussolini est de restaurer la gloire de l'ancien empire romain. Un objectif qui se heurte à la réalité de l'Italie des années 1920. Le pays est désorganisé, chaotique, instable, à des années-lumière de l'Empire romain, du temps de la grandeur de l'Italie, quand elle dominait tout le bassin méditerranéen. Et Mussolini a les yeux tournés vers le passé. Il veut y revenir. Et pour ce faire, il décide de s'inspirer des empereurs romains. Pour égaler leur férocité, il trahira tout le monde, y compris des familles fascistes fidèles prêtes à mourir pour leur pays. Il trahira même son propre gendre et sa fille adorée. Une fois au pouvoir, il entreprend de bâtir le premier État totalitaire du monde, soumettant les institutions et les hommes à sa volonté. Il sait que pour créer l'Italien nouveau, il doit commencer par modeler les plus jeunes. En 1925, il décrète: le gouvernement exige que l'école s'inspire des idéaux du fascisme. Adesso bambini leggiamo una poesia di Giuseppe Zucca, Duce chiamaci. On apprend aux enfants à croire, obéir, combattre. Dès l'âge de 4 ans, ils sont embrigadés dans les organisations pour la jeunesse qui leur fournissent des fusils de bois et des chemises noires. Duce, duce chiamaci. Duce, duce chiamaci. La voce degli eroi. La voce degli eroi. À l'école, les poèmes leur enseignent à se battre pour le fascisme chaque fois que le Duce aura besoin d'eux. La gran voce dei martiri. La gran voce dei martiri. À l'école, on cherchait à leur inculquer la notion de patriotisme et à les convaincre que patriotisme et fascisme étaient la même chose. On ne pouvait pas être patriote sans être fasciste et on ne pouvait pas être fasciste sans aimer Mussolini. Ils devaient faire une rédaction expliquant pourquoi ils aimaient Mussolini ou pourquoi c'était le plus grand homme du XXe siècle. Punto. Punto. Outre la propagande destinée aux masses, le dictateur crée une police d'État chargée de réprimer toute désobéissance. Ils disposaient d'une machine très puissante créée par le parti fasciste, la police secrète. Une machine tentaculaire qui surveillait et espionnait. Rien ou presque ne se passait sans que l'une des nombreuses polices fascistes ne soit au courant. Chaque semaine, elle menait un nombre impressionnant d'actions. Mais malgré le pouvoir immense dont il jouit, Mussolini sait qu'il doit rassurer les 99% d'Italiens catholiques. De son côté, le Vatican aussi souhaite un accord.
Conséquence du Risorgimento, l'Église avait perdu sa position et ses possessions. Les États papaux n'existaient plus. Et de 1870 à 1929, le pape s'est retrouvé sans pays. En 1929, Mussolini et le Vatican signent les accords du Latran qui accordent à l'Église tout ce qu'elle demandait. Les accords du Latran signés en février 1929 sont un des événements les plus importants de l'histoire italienne du XXe siècle. D'abord parce qu'ils mettent fin à la dispute entre l'Église et l'État et redonnent au catholicisme sa place dans la société italienne. Ils changent complètement le rapport de force entre l'Église catholique en Italie et l'État italien. Comme la monarchie, le Vatican préfère la réalité du fascisme à la menace du communisme. Le Vatican devient un État souverain soumis à la seule autorité du pape, qui reçoit également 1,750 milliard de lire, pour la plus grande partie en bons du gouvernement, en compensation des privilèges perdus. D'une certaine façon, ces bons signifiaient que l'Église catholique et le Vatican appuyaient l'État fasciste. Et à l'époque, certaines personnes ont tiré la sonnette d'alarme. De toute évidence, le Vatican se ralliait au fascisme parce qu'il n'avait pas confiance dans les capacités de la démocratie à protéger l'Italie contre le communisme. Le pape Pie XI fait même savoir que Mussolini est l'homme que la providence divine lui a accordé de rencontrer. C'est ainsi qu'en 1929, des anciens combattants juifs et leurs représentants sont reçus par le Duce que la divine providence a donc envoyé à l'Italie. Pour de nombreux juifs, le fascisme est apparu comme une renaissance du Risorgimento, le mouvement nationaliste né à la fin du XIXe siècle qui les avait libérés des ghettos. Ce jour-là, ils sont conduits par Ettore Ovazza, un riche banquier turinois, qui raconte ce grand moment de bonheur dans son journal. Il nous a accueillis avec un léger sourire. Assis derrière son bureau, il nous a fait signe d'avancer. C'était la première fois que je voyais le visage du Duce de près. Avec ses deux frères, Ettore avait combattu pendant la Première Guerre mondiale avant d'adhérer au nouveau parti fasciste. Entré dans les chemises noires, il avait pris part à leurs actions contre les socialistes. Pour lui, rencontrer le Duce est l'accomplissement d'un rêve. En m'écoutant affirmer la fidélité indéfectible des Juifs italiens à notre patrie, son Excellence Mussolini m'a regardé dans les yeux et m'a dit d'une voix qui m'a touché droit au cœur. Je n'en ai jamais douté. Le banquier est submergé par l'émotion. Mais plus tard, Mussolini fermera les yeux quand les nazis enverront à la mort des milliers de Juifs italiens. Mussolini sait qu'il faut moderniser l'Italie s'il veut fonder un empire fasciste capable de rivaliser avec la Rome antique. L'État lance donc une politique d'autosuffisance agricole et industrielle. Des programmes de grands travaux destinés à drainer les marais pontins et à construire des routes créent de nombreux emplois, d'où leur popularité. Mais l'objectif principal du Duce est de préparer l'économie italienne à la guerre. Le premier conflit armé est déclenché par un soulèvement populaire en Libye, la colonie italienne la plus importante. Les Italiens se sont montrés de plus en plus impitoyables, pratiquant le viol systématique, la profanation des mosquées, l'incarcération de la population civile dans des camps de concentration
et l'utilisation d'armes chimiques contre les civils et les partisans. Une centaine de milliers de civils a trouvé la mort entre 1929 et 1932 pendant la pacification de la Libye, comme on l'appelait. C'est réellement hors des frontières italiennes que le fascisme a montré un visage particulièrement violent. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne. Mussolini le considère comme un jeune partenaire qui l'a imité dans son accession au pouvoir, mais il est jaloux de la puissance militaire de l'Allemagne. Il a compris que l'arrivée au pouvoir d'Hitler allait déstabiliser la situation en Europe, ce qui lui offrirait l'opportunité d'agir. Ettore Ovazza, le banquier juif, se demande avec inquiétude si ce tournant n'aura pas des conséquences tragiques pour les juifs italiens. À son grand soulagement, Mussolini se moque des théories raciales d'Hitler. Rien ne peut me faire croire qu'il existe aujourd'hui des races pures sur le plan biologique. Mais en 1934, quand 2 juifs turinois sont arrêtés en essayant de faire entrer de la littérature antifasciste en Italie, certains journaux s'empressent de parler de complot antifasciste juif. Ettore panique, craignant le retour des persécutions contre les juifs. Il fonde alors son propre journal pour prouver que les juifs sont patriotes et pro-fascistes. Nous sommes des soldats et des fascistes, et nous embrassons le drapeau tricolore pour lequel nous serons toujours prêts à nous battre et à mourir. Il n'y a aucune raison pour que les 2 dictateurs soient automatiquement des alliés malgré leurs points communs. Le premier sujet de discorde est l'Autriche. L'Italie préfère qu'elle devienne indépendante plutôt que de la voir rattachée à l'Allemagne. Mais Hitler a d'autres idées. Il suffit de lire la première page de Mein Kampf, son sinistre livre. La première chose qu'Hitler écrit est que l'Autriche doit revenir dans le giron de l'Allemagne. Ce n'était pas rhétorique, il le pensait vraiment. En 1934, Mussolini nomme son gendre Galeazzo Ciano à la tête de son bureau de presse. 4 ans plus tôt, Ciano a réalisé la meilleure opération de sa carrière. À 27 ans, il a épousé Eda, la fille adorée de Mussolini. Cette union s'achèvera par une tragédie digne de Shakespeare. Mais en 1934, Ciano idolâtre son beau-père, imitant ses gestes, ses uniformes et sa façon de parler. Sa première mission est de ridiculiser le Führer. Après le désaccord entre Mussolini et Hitler au sujet de l'Autriche, Ciano déclare aux journalistes qu'Hitler est un fou qui veut plonger le monde dans la guerre. Mais le rêve d'empire du Duce va le conduire inexorablement à s'allier avec le dirigeant nazi. En 1935, l'armée fasciste envahit l'Éthiopie, la dernière nation africaine indépendante. Ciano fait partie des 600 000 soldats qui déferlent sur le pays. Il participe au bombardement sur les populations civiles et déclare fièrement « Nous avons fait un massacre ». La façon dont Mussolini traite la question éthiopienne montre à quel point il était déjà calculateur et insensible. Les Éthiopiens résistent désespérément. En décembre 1935, Mussolini donne alors l'ordre de recourir systématiquement aux armes chimiques, comme le gaz moutarde ou le phosgène, et d'appliquer massivement une politique de la terreur. Les Italiens vont jusqu'à bombarder délibérément 19 hôpitaux de la Croix-Rouge. La guerre fait plus de 250 000 victimes parmi les Éthiopiens.
Pendant longtemps, on a essayé de taire la sauvagerie de la guerre en Éthiopie et les autres méthodes de répression dans les colonies. Aujourd'hui, on le sait avec certitude. Ce qui nous donne de nouveaux arguments contre tous ceux qui présentent le fascisme comme une dictature patriotique et bienveillante, polluée et dévoyée uniquement par son alliance avec l'Allemagne. Plus qu'une simple conquête, l'Éthiopie permettait aux Italiens de s'attaquer à l'ordre international. Il s'agit de défier les grandes puissances en Méditerranée, les Britanniques et les Français. La bataille qui annonçait la guerre mondiale a réellement commencé en Europe avec la crise éthiopienne en 1935. La politique étrangère agressive de Mussolini est extrêmement populaire en Italie, mais empoisonne ses relations avec la Grande-Bretagne et la France. En revanche, le Duce sait qu'il a l'appui d'Hitler en Éthiopie. Puis, les deux hommes soutiennent le général Franco quand celui-ci prend la tête du soulèvement contre le gouvernement du Front populaire en Espagne. Mussolini envoie 80 000 soldats italiens aux côtés des nationalistes espagnols pendant la guerre civile qui s'ensuit. Tandis que la tension monte partout en Europe, le Duce nomme son gendre à un poste clé. À 33 ans, Ciano devient ministre des Affaires étrangères. Mais plus celui-ci côtoie les nazis, plus il craint pour l'avenir de l'Italie. Il entame la rédaction d'un journal secret. Un témoignage remarquable sur l'histoire du XXe siècle par un de ses protagonistes directs. Il décrit ainsi la visite de Mussolini à Hitler à Berlin en 1937. Mussolini a subjugué les foules par son magnétisme, sa voix et son impétuosité. Mais la solidarité entre régimes suffira-t-elle à maintenir l'unité de deux nations opposées par la race, la culture, la religion et les goûts ? Pourtant, Ciano sait que les nazis sont incontournables si l'Italie veut défier la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, l'axe Rome-Berlin est une réalité extrêmement utile. Fascistes et nazis fournissent une aide militaire impressionnante à Franco, testant des techniques qu'ils perfectionneront pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une consiste à bombarder les populations civiles pour terroriser les masses. Ciano se réjouit des effets de cette méthode à Barcelone. Le raid n'a duré qu'1 minute et demie. Bilan, bâtiments pulvérisés, circulation coupée, panique et folie. 500 morts, 1500 blessés. En février 1938, Mussolini décide d'imiter en partie Hitler en imposant des lois antisémites très dures. Les Allemands n'ont jamais demandé aux Italiens d'adopter des lois raciales antisémites. Rien ne prouve qu'Hitler ait jamais fait pression sur Mussolini dans ce sens. Ce dernier est convaincu que la politique implacable d'Hitler a donné naissance à un monstre militaire qui va écraser l'Europe. Se voyant comme un Machiavel et un pragmatique désireux que l'Italie prenne sa place parmi les grandes nations, il s'imaginait que si on était sérieux, il fallait balayer toute considération humanitaire et être prêt à marcher sur tout le monde pour le bien de la grandeur nationale. Bafouer les droits de quelques milliers de juifs était un prix peu élevé au regard de cette grandeur. Ovazza et les 47 000 juifs italiens ne se doutent pas de ce qui les attend. Le 11 mars 1938, Ciano écrit cette unique phrase : 18h, l'Autriche n'est plus indépendante. Sans un murmure, Mussolini a permis à Hitler d'annexer l'Autriche au Troisième Reich. En une nuit, l'Italie perd l'État tampon qui l'a séparée de l'Allemagne.
Ce n'est que le début des catastrophes. Mussolini veut se montrer aussi impitoyable qu'Hitler. Ciano révèle dans son journal « La vérité sur le bombardement de Barcelone est que l'ordre en a été donné par Mussolini. Franco n'en savait rien et nous a demandé hier de suspendre l'opération par crainte de complications diplomatiques. » Et encore, Mussolini est ravi que les Italiens provoquent un sentiment d'horreur au lieu de passer pour d'aimables joueurs de mandoline. Dans son esprit, cela nous fera monter dans l'estime des Allemands, qui adorent les guerres totales et inhumaines. Mussolini déclara à Ciano « Les Italiens doivent apprendre à être moins sympathiques et à devenir des maîtres durs, implacables et détestables. » Il essaie d'impressionner Hitler en déclarant que les Italiens sont des Aryens comme les Allemands et que les Juifs sont une race inférieure. À partir de là, le gouvernement fait voter des lois qui privent la communauté juive de tous ses droits. Les Juifs sont éjectés de la fonction publique, on leur interdit l'accès aux écoles ou aux universités, etc. Ettore Ovazza, patriote, ancien combattant et fasciste de la première heure, en appelle alors personnellement au Duce. J'écris mal tellement ma main tremble. C'est la fin d'une réalité, de notre sentiment d'appartenance au peuple italien. Depuis 1919 jusqu'à aujourd'hui, tant d'entre nous vous ont suivi avec amour dans toutes les batailles et les guerres pour vivre votre vie. Est-ce fini? Tout ceci n'était-il qu'un rêve? Les premiers décrets de Mussolini divisent les Juifs. Des fascistes de longue date comme Ovazza et les anciens combattants décorés sont autorisés à garder leur poste ou leur commerce et même à rester membres du parti. Pendant ce temps, Hitler continue sur le chemin de la guerre. Il lance un ultimatum à la Tchécoslovaquie. Rendre les provinces germanophones des Sudètes sous peine d'être envahies. Ciano est consterné. Évidemment, son objectif est de détruire entièrement la Tchécoslovaquie. C'est la guerre. Que Dieu protège l'Italie et le Duce. L'Europe retient son souffle. Au dernier moment, la Grande-Bretagne supplie Mussolini de convaincre les Allemands de repousser leur ultimatum de 24 heures. Ce soir-là, Mussolini et Ciano s'envolent pour Berlin. Hitler déclare à Mussolini qu'il veut annexer les Sudètes, qui appartenaient à l'Empire austro-hongrois, mais avaient été rattachés à la jeune Tchécoslovaquie après la Première Guerre mondiale. À la conférence de Munich, Mussolini présente l'idée d'Hitler comme étant la sienne. Tous les participants signent les accords de Munich qui cèdent les Sudètes à l'Allemagne. En échange, Hitler promet que ses volontés d'expansion en Europe s'arrêteront là. Ayant perdu les massifs montagneux qui faisaient office de barrière naturelle, la Tchécoslovaquie reste sans défense. Mais cette mesure a permis d'éviter la guerre. Ciano témoigne de l'adulation dont Mussolini fait l'objet. En Italie, depuis le col du Brenner jusqu'à Rome, du roi aux paysans, tous ont réservé au Duce un accueil tel que je n'en ai jamais vu. Son intervention lui a valu un grand respect à l'étranger et une immense popularité en Italie car il est apparu comme un pacificateur. Mais le plus drôle est que Mussolini lui-même n'était pas content. Il n'arrêtait pas de râler. « On m'acclame comme un artisan de la paix. Je veux être un homme de guerre. » Quelques jours après la crise, Mussolini fait voter des lois antisémites encore plus sévères. Elles mettent fin à l'égalité de tout juif, y compris les fascistes dévoués. Ettore Ovazza doit vendre la banque familiale et démissionner du parti. En mars 1939, Hitler déchire les accords de Munich. Les armées allemandes envahissent ce qui reste de la Tchécoslovaquie. C'est la première fois qu'elles occupent un territoire non germanophone. Hitler n'en a même pas informé Mussolini. Ce n'est qu'après que l'ambassadeur allemand Hess lui dit « Le Führer remercie l'Italie de son soutien indéfectible.
Mussolini est au désespoir. Chaque fois qu'Hitler s'empare d'un pays, il m'envoie un message. Quand Franco sort finalement vainqueur de la guerre civile espagnole, la marche en avant du fascisme semble inexorable. Pour ne pas être en reste, Mussolini s'empare de l'Albanie en avril 1939. La même année, Ciano écrit « Premier rapport d'une action imminente contre la Pologne. La guerre. » Mais Ciano sait que l'Italie n'est pas prête. Nos dépôts de munitions sont vides. Notre artillerie est démodée. Notre arsenal anti-aviation et anti-tank n'existe pas. Nos réserves d'or sont réduites pratiquement à rien. Nous devons absolument éviter la guerre. Malgré cela, Mussolini ordonne à son ministre des Affaires étrangères de partir pour Berlin et de signer l'un des accords militaires les plus désastreux de l'histoire, le pacte d'acier, qui stipule que l'Italie devra entrer en guerre dès que l'Allemagne le fera. En outre, les deux pays promettent de ne pas déclencher de conflit majeur en Europe pendant au moins 3 ans. Pourtant, 3 mois plus tard, à Salzbourg, Ciano apprend les plans d'Hitler directement de la bouche de Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères. Son regard froid et métallique braqué sur moi, il me dit « Nous voulons la guerre. La Pologne doit être envahie, vaincue, annihilée et annexée au Troisième Reich, de la même façon que l'Autriche et la Tchécoslovaquie. » Hitler a toujours suivi ses plans et avancé à son rythme en inventant sa propre politique étrangère et n'a jamais daigné discuter avec l'Italie avant de changer d'orientation. Après sa rencontre avec Hitler, Ciano comprend que l'Europe va plonger dans la guerre. Il a décidé de frapper et il le fera. Quant à notre sort, ça ne l'intéresse pas le moins du monde. Désespéré, Ciano se sent complètement impuissant. Je suis rentré à Rome écœuré de l'Allemagne et de ses dirigeants, qui nous ont menti et trahis. Malgré cela, même lui ne se doute pas de ce qui va se passer. L'Italie est sidérée par le coup de génie politique d'Hitler lorsque celui-ci signe un pacte de non-agression avec les soviétiques, un pacte où les deux pays se partagent la Pologne. 5h25, l'Allemagne attaque la Pologne. 11h, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Ciano fait tout son possible pour empêcher Mussolini d'entrer en guerre. L'idée de se joindre aux Allemands le séduit. Mais je me battrai jusqu'au bout pour ne pas voir la ruine du pays, la ruine du fascisme et du Duce lui-même. Mussolini explique à Ciano « Voilà 18 ans que les Italiens entendent ma propagande pro-guerre. Ils ne comprendraient pas que je devienne le messager de la paix à présent que l'Europe est en flammes. » Mussolini a toujours considéré comme un échec l'incapacité de l'Italie à entrer en guerre en 1939. Il en était gêné et honteux. Mais sur le plan international, il veut rester un révolutionnaire, un homme chargé d'une mission qui doit laisser sa trace dans l'histoire et redonner sa grandeur à l'Italie. Et pour cela, une guerre est nécessaire. Alors que les Allemands déferlent sur l'Europe démocratique en 1940, Mussolini ne peut plus attendre. Il déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Ciano écrit « L'aventure commence. Que Dieu vienne en aide à l'Italie. » La raison la plus méprisable qu'il a donnée pour justifier sa décision était qu'il avait besoin de quelques milliers de morts pour pouvoir s'asseoir à la table de la paix comme belligérant. Au cours du premier mois, l'armée d'invasion italienne progresse peu en France, mais Mussolini en fait porter la responsabilité à ses troupes plutôt qu'à lui-même. Du marbre, voilà le matériau dont je manque. Même Michel-Ange avait besoin de marbre pour sculpter ses statues. S'il n'avait eu que de l'argile, il n'aurait été qu'un potier.
Il compte mener une guerre parallèle à celle des Allemands. Pendant qu'Hitler s'empare des territoires au nord des Alpes, il envahira les pays du pourtour méditerranéen. Il lance donc une attaque contre les Britanniques en Égypte dans l'espoir de prendre le canal de Suez. Quand les Britanniques battent en retraite, Ciano note « Mussolini est fou de joie ». Devant l'insistance de son gendre et désireux de montrer son indépendance, Mussolini décide aussi de conquérir la Grèce sans en informer Hitler. Il pensait que la Grèce serait une proie facile, que son armée n'était pas en état de combattre. Les Italiens étaient déjà en Albanie, il ne leur restait plus qu'à passer la frontière et la Grèce s'effondrerait. Mussolini était parvenu à acheter un certain nombre de généraux grecs et pensait que ces derniers n'hésiteraient pas à vendre leur propre armée. Ça n'a pas été le cas. En réalité, les Italiens ont lancé l'offensive sans aucune préparation, dans l'improvisation la plus totale. De plus, le temps était abominable. C'était l'automne, le temps était exécrable pour franchir la chaîne du Balkan et passer en Grèce. De ce fait, l'invasion a été un échec complet. L'armée grecque est restée inébranlable et s'est battue jusqu'à repousser les Italiens en Albanie. L'opération a été remarquablement mal préparée et mal menée. Bien qu'il ait passé outre les conseils des militaires en ordonnant l'invasion, Mussolini est furieux après ses soldats. Le matériel humain avec lequel je dois travailler est inutile, sans valeur. À la grande humiliation de Mussolini, Hitler doit envoyer des troupes pour conquérir les Balkans et la Grèce. S'il y a bien une chose dont Mussolini ne voulait pas, c'était la présence des Allemands dans sa sphère d'opération. Alors, devoir reconnaître sa défaite, puis voir son principal allié occuper la Grèce et surtout la Yougoslavie limitrophe avec l'Italie, a été une humiliation terrible. C'est vraiment le moment qui marque le début de l'affaiblissement de son autorité. Les Italiens subissent un autre revers en Libye. Les Britanniques et les blindés du Commonwealth se sont enfoncés dans les lignes italiennes comme dans du beurre, faisant entre 400 et 500 000 prisonniers en très peu de temps. Là encore, c'est la preuve que les Italiens ne sont tout bonnement pas capables de mener une guerre moderne. À partir de là, il va se retrouver dans l'ombre de son allié, l'Allemagne nazie. Une situation qui ne va cesser d'empirer. Où que l'Italie se batte, elle essuie une défaite. Dès lors, Mussolini est à la merci d'Hitler. Le 22 juin 1941, à 3 heures du matin, on le réveille pour lui apprendre que l'Allemagne vient d'attaquer l'Union soviétique sans qu'il soit consulté ni prévenu. Il est furieux et mortifié. Même moi, je n'ose pas déranger mes domestiques en pleine nuit. Mais les Allemands me tirent de mon lit à n'importe quelle heure, sans la moindre considération. L'Allemagne est désormais la puissance dominante de l'Axe. Les Italiens se sentent complètement vulnérables. Chacun se pose alors la grande question. Qui est réellement l'ennemi ? Dans les rues, on se met à dire « Si l'Angleterre gagne, on perd. Mais si l'Allemagne gagne, on est perdu. » Une opinion que Mussolini partage. Il confie à Ciano « Je me demande sérieusement si une victoire britannique ne serait pas plus souhaitable pour notre avenir qu'une victoire allemande. » Dans toute l'Italie, c'est la disette. Mais le Duce n'a aucune compassion pour la population affamée. Je vous affirme qu'au printemps, les rations seront encore plus maigres. Et je m'en réjouis, car les marques de souffrance sur le visage des Italiens seront un atout pour nous au moment de négocier la paix. Pour s'attirer les faveurs d'Hitler, il envoie 230 000 soldats mal équipés participer à l'invasion allemande en Russie. De son côté, la police secrète note un mécontentement croissant dû aux catastrophes militaires.
Il est certain que les entreprises militaires désastreuses de l'Italie fasciste, de la défaite en Grèce en octobre 1940, puis la perte de l'Empire en 1941 et celle de la Libye en 1942, marquent l'effondrement d'une illusion. Le fascisme ne hissera pas l'Italie au rang de superpuissance. En décembre 1942, l'armée soviétique défait les Italiens sur les rives du Don. La défaite italienne en Russie, où plus de 85 000 soldats sont tués, est la pierre tombale des ambitions de Mussolini et de l'Italie fasciste. L'année 1943 débute de façon catastrophique pour l'axe Rome-Berlin. D'abord Stalingrad, puis la retraite partout sur le front d'Afrique du Nord, et enfin la chute de Tripoli. Ciano admire toujours Mussolini, mais comprend qu'il doit partir. Avant longtemps, il sera nécessaire de remettre tous les pouvoirs aux mains de l'armée. Mais Mussolini le démet de ses fonctions parce qu'il s'oppose à l'alliance avec l'Allemagne. Nous nous sommes quittés de façon cordiale, ce dont je suis très heureux parce que j'apprécie Mussolini. Je l'aime beaucoup et je regretterai avant tout la relation que j'avais avec lui. Les défaites italiennes se succèdent tout au long de 1943 avec les redditions massives des soldats en Afrique du Nord. Quand les Alliés débarquent en Sicile, 12 000 soldats italiens se rendent sans tirer un coup de feu. Trois années de catastrophes militaires ont détruit les fondations du fascisme italien. Finalement, le 25 juin 1943, Mussolini est renversé par des membres du Grand Conseil fasciste qui remettent humblement le pouvoir constitutionnel au roi. Le Duce, le dictateur de fer, n'est plus qu'un homme brisé. On pourrait presque dire qu'il était dépressif. Peut-être pas sur le plan clinique, mais il se comportait d'une façon presque apathique. À ce moment-là, il a eu le sentiment d'avoir perdu la partie, que sa chute était presque inévitable. À sa grande horreur, l'un des chefs de la rébellion est Galeazzo Ciano, son propre gendre et ex-ministre des Affaires étrangères qui a été à ses côtés pendant 6 années tumultueuses. Cet événement va déclencher une terrible tragédie familiale, en écho à la tragédie nationale qui va bientôt s'abattre sur le pays. Au début, c'est l'euphorie générale. 30 ans de fascisme semblent avoir fondu comme neige au soleil. Le nouveau président du Conseil, nommé par le roi Victor Emmanuel III, est l'ancien chef des services armés, le maréchal Pietro Badoglio. Celui-ci fait interner Mussolini et arrêter Ciano, accusé de corruption massive. Mais l'opportunité d'abréger la guerre et de ramener la paix en Italie est gâchée. Cela vire au fiasco, car les Alliés et Badoglio sont incapables de coordonner leurs actions. Conséquence, Badoglio et le roi arrêtent tout et se couvrent de honte en s'enfuyant de Rome en direction du sud. Mais avant de se réfugier auprès des Alliés, le roi annonce que l'Italie s'est rangée de leur côté. L'armée et la nation italienne se défont alors en une nuit, celle du 8 septembre, connue dans l'histoire de l'Italie comme la catastrophe. L'Italie est sous le choc. De leur côté, les Allemands prennent rapidement le contrôle du pays. Certains Italiens patriotes, scandalisés par la reddition du roi, rejoignent les rangs des Allemands. D'autres sont heureux de se joindre aux Alliés. Beaucoup se contentent de déposer les armes. Le pays est alors confronté au spectre de la guerre civile. Mais Hitler, qui admire toujours Mussolini, donne l'ordre à un commando SS de le délivrer de sa prison dans les Abruzzes. Puis, il l'installe à la tête d'un nouveau gouvernement fasciste, la République sociale italienne, ou République de Salo, dans le nord de l'Italie occupée par les nazis. Ce n'était qu'un gouvernement fantoche.
Techniquement, Mussolini dirigeait le pays. Mais en réalité, il était aux ordres des Allemands. Tandis que l'Italie sombre dans le chaos et la guerre civile, la famille Ovazza s'enfuit de Turin pour se réfugier dans un hôtel près de la frontière suisse. Ettore est accompagné de sa femme Nella, son fils Riccardo et sa fille Elena. Ça a dû être une époque extrêmement tragique pour lui. Le fascisme s'était effondré, Mussolini avait été destitué, et ses rêves n'avaient pas été à la hauteur de la réalité, alors qu'il avait tout sacrifié à une cause qui avait échoué. La famille Ovazza emporte de l'or, des bijoux et des devises étrangères. Sans le savoir, Ettore les conduit vers un monde extrêmement dangereux. L'époque grouillait de personnages sans scrupules et de profiteurs qui se faisaient de l'argent sur le dos des malheureux qui tentaient de passer clandestinement la frontière avec la Suisse. Riccardo a l'âge d'être incorporé et Ettore craint qu'il ne soit pris. Il trouve donc un guide de montagne qui accepte d'emmener son fils jusqu'en Suisse. Ettore confie à ce dernier 50 000 francs suisses. Quelques jours plus tard, les Ovazza sont en train de déjeuner quand des officiers de la Gestapo viennent s'asseoir non loin d'eux. Dans la salle, la tension monte. Les hommes de la Gestapo annoncent à Ettore que son fils a été arrêté pour avoir tenté de faire passer des devises étrangères hors du pays. Ettore est obligé de payer leur addition. Puis, il est conduit avec sa femme et sa fille jusqu'à une école réquisitionnée par les SS. Là, le juif fasciste et fidèle est emmené de force au sous-sol du bâtiment. Sa femme et sa fille le suivent, détendues, presque souriantes, comme si elles étaient certaines que rien de mal ne pouvait leur arriver. Tous trois sont sauvagement exécutés. Ensuite, les corps sont découpés en morceaux. Puis les Allemands allument un feu et font brûler les restes dans l'école. Par une étrange ironie du sort, l'un des plus fidèles adhérents au fascisme aura été parmi les premières victimes de l'occupation allemande en Italie. Si Ettore est l'un des premiers, il ne sera pas le seul. Dès que les Allemands occupent Rome, ils font immédiatement partir 5700 juifs vers les camps d'extermination. En outre, 615 000 Italiens sont envoyés dans des camps de travaux forcés en Allemagne. À la tête de son gouvernement fantoche à Salo, Mussolini n'intervient pas et le nouveau fascisme s'avère plus violent que jamais. Le parti fasciste était foudrage à cause du coup d'État du 25 juillet et de la reddition du 8 septembre 1943. Mais aussi à l'idée que le régime s'était montré trop tolérant avec les fascistes mous ou ceux qui ne l'étaient pas. Par réaction, il a exigé une sévérité et une violence accrues. L'un des premiers à en subir les conséquences est Galeazzo Ciano. En prison, il se prépare à affronter son beau-père qu'il a contribué à faire tomber. Il note ses dernières réflexions dans son journal secret. Le reste a déjà été emporté discrètement en Suisse par sa femme. La politique de Berlin vis-à-vis de l'Italie n'a été qu'un tissu de mensonges, d'intrigues et de tromperies. Nous n'avons jamais été traités comme des partenaires, mais comme des esclaves. Seul Mussolini, dans sa lâcheté suprême, a pu tolérer tout ceci sans réagir et prétendre ne rien voir. Mussolini va d'ailleurs lui donner raison.
pourrait sauver son gendre, comme sa fille l'en a supplié, mais cela passerait pour de la faiblesse aux yeux de ses maîtres allemands. Ce film exceptionnel de l'exécution de Ciano a été tourné pour prouver la volonté inflexible de Mussolini et son dévouement au service d'Hitler. En 1944, il apparaît clairement que l'Axe a perdu la guerre. Et pourtant, 250 000 Italiens continuent d'adhérer au nouveau parti fasciste républicain, preuve que le fascisme continue de séduire. 4000 d'entre eux rejoignent même les rangs d'un nouveau groupe armé baptisé les Brigades Noires pour combattre les partisans antifascistes en 1944 et 1945. L'Italie est déchirée par la guerre civile entre fascistes et antifascistes pendant les 18 derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Les partisans, souvent commandés par des communistes, détruisent les communications et harcèlent les troupes allemandes. En représailles, les SS soutenus par les Brigades Noires se livrent à une campagne répressive impitoyable, massacrant indifféremment des milliers de civils, souvent des femmes et des enfants. Ça a été l'épisode le plus affreux du régime, en particulier en Italie même. Il y a eu énormément d'exécutions politiques, de liquidations d'otages, de massacres, qui ont fait des dizaines de milliers de victimes. Ça a été de loin le pire aspect du régime fasciste en Italie pendant toute la durée de son existence. Mais surtout, c'était une lutte pour l'avenir du pays. Bien sûr, les partisans cherchaient avant tout à libérer l'Italie de l'occupation allemande. Mais ils voyaient aussi ce combat comme un moyen d'empêcher la restauration du fascisme. La résistance armée était devenue un élément très réel dans la préparation de l'après-fascisme et de l'après-guerre. Un avenir peut-être communiste et révolutionnaire. Le 27 avril 1945, Benito Mussolini, sa maîtresse Clara Petacci et plusieurs dirigeants fascistes sont arrêtés par les partisans. Ironie de l'histoire, celui qui avait sauvé l'Italie du communisme est tué par un communiste. Il a été abattu d'une rafale de mitraillettes par un chef des partisans communistes. Une mort très spectaculaire, très violente. Ensuite, son cadavre et celui de Clara Petacci ont été pendus par les pieds sur la Piazzale à Milan. Cela peut paraître atroce et gratuit, mais il faut le voir comme des représailles symboliques, car les fascistes avaient pendu de nombreux partisans sur cette même place. Beaucoup de gens se sont dit, voilà, c'est la fin du fascisme. En fait, non. C'était enraciné trop profondément pour mourir avec Mussolini, sa maîtresse et quelques autres. Lorsque les Alliés tiennent l'Italie, le communisme leur apparaît de nouveau plus dangereux que le fascisme italien. Les juges, les fonctionnaires, les officiers et même les chefs de la police qui avaient servi l'État fasciste sont autorisés à tranquillement reprendre leurs fonctions. Et sur le plan politique, le fascisme n'est pas mort avec Mussolini. Dans toute l'Italie, il y a encore un sentiment largement répandu de sympathie pour cet homme. Les gens refusent d'admettre que Mussolini, ce n'est pas uniquement des grands programmes de travaux publics, de construction de routes et de drainage des marais. Il y a eu aussi la violence, l'idéologie révolutionnaire et la volonté de transformer l'Italie en une société plus martiale, plus agressive. Sans oublier les 55 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il a toute sa part de responsabilité.